Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une des briques essentielles d'une stratégie d'inbound marketing, c'est le marketing automation, et de voir un petit peu comment ça peut vous aider à accélérer votre cycle de vente. Pour parler de ce sujet, je suis avec un spécialiste justement, qui est Benoît Collet, growth marketer chez Pledzi. Bonjour Benoît. Salut Axel. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir pour un petit café. Écoute, ça me fait plaisir, ça fait quelques fois qu'on échange, on s'est rencontrés déjà à plusieurs occasions, donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur le podcast. Plaisir partagé. Pour ceux qui te connaîtraient du coup peut-être un peu moins bien que moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Donc, je suis growth chez Pledzi. Donc, Pledzi, logiciel de marketing automation français, du coup. Et donc, je suis rentré en tant que traffic manager. Donc, au début, je gérais le blog SEO campagne. Et puis, petit à petit, j'ai bifurqué sur un rôle un peu plus électron libre. Et avant ça, j'étais pendant 6 ans consultant en web marketing pour les éditeurs de logiciels. Donc, j'ai eu à la fois le côté agence ou ce que tu peux faire aujourd'hui en tant que freelance. Et là, aujourd'hui, donc dans l'entreprise pour gérer le growth. Ça marche. Justement, alors je l'ai dit en intro, on va parler de marketing automation. C'est un anglicisme un petit peu transparent quand même quand on le prend mot à mot, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est connu pour tout le monde. Est-ce que tu peux du coup déjà commencer par redéfinir un petit peu le concept, ce qu'on entend par marketing automation et à quoi ça sert, c'est quoi son rôle dans une stratégie marketing B2B? Alors ouais, le marketing automation, c'est très large, c'est utilisé par beaucoup d'outils de marketing. Marketing automation, en fait, à la base, c'est surtout des workflows. Donc, if this, then that, en gros, pour faire l'anglicisme, c'est vraiment, il y a une notion de déclenchement. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, on se plaît, en fait, à le partager en 3 briques, notamment, ça aide de découper, en fait, le tunnel. Et c'est pour ça, Pledzi, c'est dans notre logo, le tunnel. On va avoir l'acquisition, donc comment je fais pour aller chercher des gens en dehors de mon site. Après, on a la conversion, comment je fais pour les transformer, ces visiteurs, en lead, en fait. Et après, une fois qu'ils sont lead, comment je fais pour les engager tout au long du cycle d'achat, pour les faire devenir clients. Et ça, c'est vachement structurant. Et le marketing automation, en fait, il sert, comme c'est très complexe, il sert à automatiser une partie des tâches pour que le marketeur se concentre sur l'essentiel. Ok. Justement, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Tu as récemment donné une conférence justement sur les 10 méthodes pour raccourcir son cycle de vente grâce au marketing automation. C'est une thématique super intéressante justement. C'est aussi un petit peu pour ça que je t'ai proposé de venir partager justement ces 10 méthodes. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de comment justement en B2B on peut raccourcir son cycle de vente avec le marketing automation? Oui, alors ça a été un peu déroutant pour les gens qui étaient là à cette conférence, parce qu'au début ils s'attendaient à des sortes de hacks en fait, et en fait pas du tout. Et donc on a eu à la fois des choses très opérationnelles qui relèvent du marketing automation et des choses qui en fait ne relevaient pas du marketing automation, qui étaient de la stratégie globale, qui étaient de la comment faire une plateforme de marque, comment le fait de fonctionner par campagne. Alors et du coup nous on l'avait découpé un peu de la même manière, acquisition, conversion, engagement.
Et donc en fait, pour tout ce qui est acquisition, on n'était pas en train d'aller dire bah tiens d'un seul coup vous allez lancer une campagne, vous allez cibler des gens, vous allez aller choper une base de prospects, etc. C'était vraiment comment on se construit une image de marque avec des choses assez simples. On a pris l'exemple de Pledzi qui où par exemple sur le salon c'était très parlant, les gens bloquaient tous sur une phrase qui était sur le marketeur débordé point d'interrogation. Et en fait les marketeurs qui passaient là, ils bloquaient, ils disaient ça c'est moi. Et c'est plein de petites choses, mais en fait, cette image de marque, où par exemple on utilise des visuels de couteau suisse, comment on fait pour se la construire? Alors bien sûr, c'est pas palpable, vous n'allez pas avoir un taux d'ouverture tangible ou être capable de dire tiens j'ai raccourci de 10 jours mon cycle de vente. Par contre, le fait qu'un prospect d'un seul coup s'arrête devant un objet d'email ou une de vos publications Facebook parce que vous avez la bonne image, le bon mot qui va bien. Ça c'est super important, c'est le classique, on va dire faire les personas, mais c'est discuter avec ses clients, c'est tout ce genre de choses. Si on prend le temps de bien le faire, en fait derrière ça accélère énormément le cycle de vente. Et nous on l'a vu chez Pledzi, on donnait l'exemple, on a raccourci de 3 mois il me semble le cycle de vente en 2 ans. Donc c'est des chiffres qui sont en fait énormes pour nous parce que derrière c'est du cash plus rapide, etc. Donc ton premier point, c'est ça, c'est construire une image de marque un petit peu percutante. Enfin, en tout cas, du coup, c'est travailler ces personas, comprendre ses problématiques et construire en fait une image de marque et des discours qui vont résonner chez cette personne-là, quoi. C'est ça. C'est faire en sorte que la personne, quand elle voit vos communications, se dise ah ça c'est moi. Et ça, c'est très dur à faire. Et donc, voilà, les conseils qu'on donnait, c'était déjà ces choses un peu méta, on va dire, qui étaient où on repartait des bases. Et puis après, on donnait des petits conseils qui étaient... je trouve que moi, c'est l'expérience, les années qui nous ont fait dire que quand on analyse les bonnes années et les phases, les mois où ça se passe le mieux dans l'année, derrière, on se rend compte que tiens, il y avait 2 choses clés. C'était on a fonctionné par campagne, c'est-à-dire que pour rentabiliser un investissement, par exemple, on n'allait pas faire juste un livre blanc, on allait faire un livre blanc, un webinar, un événement, des articles de blog, une checklist, etc. On allait grouper des investissements de contenu et on allait grouper les investissements de diffusion. Par exemple, on allait payer des médias, on allait trouver des partenaires, etc. liés à cette campagne. Et ça combiné au fait de créer des rendez-vous. Alors, donc ça, c'était en gros 3 des 10 points. Là, on vient de résumer 3 des 10 points de la conférence. Donc, créer des rendez-vous, on essaye de placer, si on a un cycle de vente, par exemple, de 3 mois, on va mettre au moins un rendez-vous tous les 3 mois avec ses prospects. Et ça, c'est la clé. Franchement, il nous a fallu du temps avant de le comprendre. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est basique. Mais en fait, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que souvent, on va tester de nouvelles choses. On va dire, tiens, je vais faire du LinkedIn, je vais faire du Facebook, je vais faire de ça, de la pub, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas ça, derrière, ça tombe un peu à l'eau. Et du coup, par exemple, nous, on fait un webinar chaque mois, au moins 8 webinars par an, mais ça fait à peu près un événement chaque mois parce qu'on se rend compte que le fait de donner rendez-vous, ça nous donne un prétexte pour aller capter ces prospects, aller les engager, leur montrer qu'on est là et leur donner une occasion d'avoir un contact humain avec nous. Ok, donc tu dis, alors on va essayer de reprendre ce que tu as dit, fonctionner par campagne, donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas traiter un sujet, par exemple sur un livre blanc, mais tu vas justement l'entourer du coup d'articles de blog qui vont peut-être sortir avant ou sortir après pour alimenter soit le livre blanc et puis un peu préparer aussi ton audience, faire un webinar sur ce sujet-là, et du coup tu vas prévoir en fait sur 3 mois, 6 mois toute une série de contenus autour de cette thématique qui vont du coup venir alimenter le cycle. C'est ça, et ça va nous donner tout ça, le fait d'imbriquer les choses, ça va nous aider en fait à donner des prétextes à relancer nos prospects. C'est-à-dire que tiens, t'as vu un webinar, je vais te conseiller le livre blanc qui va avec, ou t'as lu un article, je vais te conseiller le webinar qui va avec, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la clé parce que du coup, on est moins en train de faire le grand écart à dire tiens, tu viens de lire un article sur les personas, regarde, j'ai un outil de marketing automation. Là, dans la tête du prospect, c'est le grand écart. Et du coup, c'est un moyen d'engager. Puis petit à petit, à force de consommer des choses chez vous, forcément, on va accélérer ce cycle de vente. Ok. Et t'as dit un deuxième truc super intéressant, donc c'est créer des rendez-vous. C'est qu'effectivement, du coup, un cycle de vente, t'as une idée à peu près de la durée que ça prend, et donc il faut que tu crées des rendez-vous pour donner l'occasion à ton prospect du coup de réfléchir et de se poser la question un petit peu plus tôt en fait.
Clairement, c'est vraiment. Alors nous, on joue là-dessus parce que ça marche bien nos webinaires. Après, ça peut être de différentes manières. Hein. Si vous avez des experts chez vous, par exemple, ça va être des conférences plutôt techniques. Nous, c'était des choses plutôt de vulgarisation et pour aider à résoudre des problématiques très opérationnelles marketing qui vont faire que le responsable marketing va arriver, on va lui débloquer des situations et donc après, il va être à même il va être en confiance, par exemple, pour aller voir son dirigeant et lui dire, on va avec eux. Tu vas voir, j'ai confiance en eux. Ils ont eu un contact humain, ils ont confiance, ils disent ils sont comme nous, c'est une start-up, etc. Et enfin voilà. Donc c'est créer ces rendez-vous humains pour faire en sorte que des personnes dans l'entreprise vont être capables de dire du bien et de dire ok, je les ai vus, j'ai vu les gens qui composent cette entreprise, il faut qu'on aille avec eux. Et c'est vraiment clé dans le côté émotionnel B2B. Ça reste des humains qui vont prendre des décisions et ça permet de rassurer. Et ça c'est vraiment essentiel dans la stratégie. Ok, et le fait d'avoir une cadence, effectivement, par rapport à ton cycle de vente, du coup, ça permet c'est ça, d'avoir des rendez-vous ponctuels, quoi. Intéressant. Ça marche. Ouais, vas-y. Du coup, je te pourrais enchaîner sur les points suivants. C'était des choses très méta, très peu palpables, et puis après, forcément, on a donné des conseils beaucoup plus, on va dire, avec des quick wins. Et du coup, on avait moi, j'aime bien attaquer souvent quand on veut faire un gros impact. C'était en tout cas quand j'étais consultant, ce que je faisais, un gros impact très rapide. On allait attaquer directement la conversion. Et chez Pledzi aujourd'hui, quand nos clients signent, c'est vraiment là où on va y aller. Souvent, ils ont des taux de conversion inférieurs à 2%. Et en fait, on va les aider à prendre leur top des pages, on va dire, et d'aller placer des bons call to action. C'est-à-dire que souvent, par exemple, le gros dame des boîtes B2B, c'est que il y a le site où on parle de nous, c'est nous, nos offres, nos solutions, voilà. Donc forcément déjà la personne doit faire un effort intellectuel pour se voir la proposition de valeur pour lui et non pas comprendre les fonctionnalités d'un logiciel et plutôt se dire bah tiens elle est où ma problématique. Donc il y a tout ce copywriting là et ensuite il y a comment on lui offre une possibilité de laisser ses coordonnées. Donc avoir le plus tôt possible des coordonnées pour être à même d'accélérer ce cycle de vente après. Et ça, ça se fait. Arrêter de dire toujours contactez-nous et d'avoir un seul formulaire sur le site et de proposer plein d'options. En B2C, on va souvent dire il y a un truc, c'est l'acte de vente et donc on va mettre le call to action le plus tôt possible dans la page. En B2B, ça marche pas trop comme ça. C'est plutôt offrir des portes de sortie pour que la personne qui est moins mature ne soit pas forcée, par exemple, de demander une démo. Et donc offrir des alternatives, par exemple lire une brochure, découvrir comment ça marche avec un PDF à télécharger ou ce genre de choses. Donc vraiment des portes de sortie qui va faire que la personne se sente moins agressée, on va dire commercialement. Elle a peur d'être rappelée tout de suite par un commercial et donc on va lui permettre de se documenter par elle-même. Et, je veux pas sortir les stats parce que maintenant on les voit partout, mais vraiment tout le monde essaie de se faire les choses par eux-mêmes et retarde le moment où ils vont être appelés par un commercial. Et donc c'est offrir ces moyens-là et d'optimiser ces formulaires, par exemple de réduire le nombre de champs qu'on va demander pour les gens. Par exemple, si on ne demande pas un numéro de téléphone à quelqu'un dans un premier contact, il sait très bien qu'il va pas être appelé par un commercial tout de suite. Toute chance, voilà, donc du coup on va le demander la deuxième fois. C'est ce genre de choses qui fait que les gens seront plus enclins à laisser leurs coordonnées. Et puis à côté, pareil, on va éviter de demander plein d'infos qu'on peut avoir avec de l'enrichissement de données. Par exemple, dès qu'on a le site web, on va lui demander le site web de son entreprise et à partir de ça, on va être capable d'enrichir, d'avoir le nombre de personnes dans la boîte, etc. Ça évite que la personne ait à tout remplir alors que ces données sont publiquement accessibles. D'accord. Tout ça, c'est plein de moyens, de petits moyens, optimiser ses pages, optimiser ses formulaires, qui vont faire que le taux de conversion, en général, il fait x2. Ok. Ouais, donc, placer les bonnes call to action au bon endroit, améliorer le copywriting pour justement moins parler de toi, mais de ce que tu vas offrir plutôt à la personne, quel problème tu viens régler, quoi, pour la personne. Et donc, tu as dit optimiser les formulaires, donc limiter les champs et compléter, enrichir, si possible automatiquement, avec les données publiques en fait que tu peux récupérer à partir d'un site internet. Quoi. C'est ça. Et donc du coup, tout ça, c'est des choses, en fait, comme on parlait d'accélérer le cycle de vente, vu qu'on va capter les gens plus tôt, on est capable de savoir plus tôt qu'ils sont en phase, peut-être pas en phase d'achat, mais au moins on va être capable de les détecter le plus tôt possible et d'accélérer, de voir en combien de temps on est capable de les faire, de les rallier au produit, on va dire, au produit ou au service que l'on vend. Ok. Et donc on a fait les phases acquisition et conversion. Et donc au niveau de l'engagement, donc t'es les derniers
les Alors dernières ça, étapes? c'est notre cœur de métier, on va dire, chez Pledzi, mais oui, c'était, alors il y avait notamment une notion de cartographier le tunnel d'achat. Déjà être capable de savoir pour chaque contenu, est-ce qu'il est pour de la phase découverte, c'est-à-dire que on va parler des problématiques du prospect, mais potentiellement même pas de son produit. Mhm. Ensuite, la phase d'évaluation, c'est quand il va commencer à regarder les prix, à comparer avec des concurrents, etc. Puis la phase d'achat, c'est là où on a besoin de le rassurer et de lui montrer que ça a marché chez d'autres et du coup, donc c'est typiquement les cas clients. Et donc en fait, souvent, ce que l'on voit, c'est que les gens, quand ils se disent je me lance en inbound, ils vont commencer par des choses très découvertes, donc ils vont créer plein d'articles, mais en fait, ils Mhm. parlent plus du tout du produit. Et donc en fait, c'est pareil, on parlait de grand écart tout à l'heure, c'est exactement ça. Et alors que ce qui a le plus d'impact, c'est en fait de commencer à créer les contenus de phase d'achat, c'est-à-dire que on va aller interviewer les prospects, on va aller faire des cas clients, créer tout ce genre de contenu qui va montrer par l'exemple que ça marche. Et petit à petit, on va remonter le tunnel d'achat pour créer une vraie machine à aller capter du lead. Mais c'est plus facile en tant que marketeur parce que du coup, en plus, les cas clients, comment on les fait? On dit souvent commencer l'inbound par faire les personas. Là, c'est commencer l'inbound par faire vos cas clients. Comme ça, vous allez parler à vos clients qui sont en fait vos personas et du coup, vous allez faire une pierre de coups, vos contenus phase d'achat et vos personas. Ok. Voilà. Ouais, intéressant. C'est vrai que je vois beaucoup ça aussi, effectivement, les entreprises qui se démarrent dans le contenu, qui font un blog, en fait, donc beaucoup d'articles de découverte, et qui après, en fait, se demandent pourquoi il y a rien qui convertit, quoi. C'est ce qu'on a Mais, fait chez Pledzi. On a été ouais, les ouais, premiers à faire cette erreur, donc c'est pour ça, faut vraiment pas avoir à rougir si vous dites ah mince, c'est exactement ce que je suis en train de faire. bah ouais. On a fait Non, mais on exactement l'a tous pareil. fait, hein. Et effectivement, en fait, tu te rends compte que quand tu veux cartographier un petit peu le funnel, que t'as rien pour les phases d'évaluation, t'as rien pour les phases d'achat, et puis en fait, c'est pas normal que tu convertisses pas parce que t'as fait que de la découverte, quoi. Et donc, les gens, tu les fais pas avancer en maturité. C'est ça, et nous, en plus, Pledzi nous le dit. Alors, du coup, nous, on était les premiers au bout de je sais plus combien de temps. Et là, on voyait, attention, les dirigeants en phase d'achat n'ont aucun contenu. Ah mince, bon, on va peut-être s'y mettre, les gars. Voilà. Donc, voilà, ça nous arrive à tous. Et puis, voilà. Euh, Justement, alors on se dirige vers la fin de l'interview, comme on est entre nous. Là, on parle de bonnes pratiques. On a déjà dit aussi effectivement qu'on avait déjà fait quelques erreurs et c'est normal. Mais la vie de marketeur, c'est jamais tout rose. C'est quoi le plus gros challenge auquel tu as été confronté? Alors, il y en a eu plusieurs parce que du coup j'ai plutôt des choses très grosses qui sont pas les mêmes problématiques qu'en on va dire marketing pur. En marketing, le plus dur, ça reste toujours la même chose. C'est ce qu'on disait. Le première chose, c'est l'image de marque, etc. C'est comment on va pitcher sa proposition de valeur, trouver les bons mots, prendre le temps de faire une bonne page. On en discutait il y a pas longtemps avec Lisa chez nous, qui devait faire une page de vente et qui se sentait très frustrée d'avoir à faire, refaire. Et, euh, et en fait, c'est vraiment pour moi le truc qui reste le plus dur à faire en marketing. Faire une bonne page de vente. On s'est fait aussi accompagner des fois en externe parce que on a souvent le nez dans le guidon. On est collé sur notre produit, nos services, et en fait, des fois, on a besoin que quelqu'un extérieur vienne nous mettre la petite claque derrière la tête pour nous dire voilà, non, change ce mot ou attention, là tu t'es trop abstrait ou là c'est pas assez concret, etc. Et ça reste la chose pour moi la plus dure à faire en marketing. Alors qu'en growth, c'est pas du tout la même chose. En growth, en fait, on a des données dans tous les sens et la chose la plus dure à faire, et j'ai été rassuré en voyant que c'était l'étape la plus compliquée dans toutes les scale-up, quand tu parles avec les grosses, des grosses scale-up, des licornes actuelles françaises, c'est mettre en Mhm. place tout ce qui est data lake et interaction avec des données, mais non pas juste parce que pour le coup, CRM et marketing automation, ça on sait faire, on sait très bien faire, mais par contre, en fait, sur toute l'entreprise, aller avoir des choses qui vont scraper à certains endroits, des choses qui vont enrichir, des choses qui vont nettoyer, et d'avoir une donnée qui reste tout au long du cycle de vente, etc. C'est quelque chose qui reste compliqué à faire. Par exemple, si vous allez scraper des données à un endroit, que la chose se maintienne dans le temps. Voilà, tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de travail. Moi, je suis pas un profil très technique, on va dire, en termes de growth. Je suis beaucoup plus sur le marketing. Et du coup, forcément, j'ai besoin d'aide là-dessus. Et je vois que souvent, on va bricoler des hacks. Donc ça marche très bien. Mais quand on va avoir un truc industrialisable, là, c'est plus la même chose et on rentre dans des problématiques de grands comptes, quoi, on va dire. Ouais. Ok. Et donc, s'il y avait une chose à retenir, on a dit quand même pas mal de trucs, mais s'il y a une chose à retenir de notre échange, du coup, pour une boîte qui se lance en inbound et qui se lance du coup derrière en marketing automation, ce serait quoi pour toi? Alors, souvent, c'est d'arrêter de penser
canaux, tactiques, etc. De vraiment, on va essayer d'aborder, par exemple, souvent les gens ils viennent, j'ai envie de lancer une campagne Facebook, tiens j'ai envie de lancer un workflow. En fait, c'est très zoomé, très vraiment on attaque sur une problématique très concrète, mais c'est de prendre un peu ce recul sur, ok, à quoi déjà avant de faire ça. C'est quoi notre proposition de valeur, c'est quoi notre positionnement par rapport à la concurrence, et ça en fait c'est la clé, c'est-à-dire que on peut avoir n'importe quel produit, de se dire qu'est-ce qui me différencie des autres et comment je vais mettre du sel sur la problématique de mes prospects pour mettre en avant ce qui va pas et leur présenter notre positionnement original. Enfin, c'est très méta ce que je dis, mais c'est vraiment la clé. Et donc c'est vraiment ça, arrêter de considérer les tactiques, etc. C'est déjà prendre un peu de hauteur et après appuyer là où on est bon, et de se dire toujours, c'est le dernier truc je pense, se dire qu'on est invisible, que quand on pense comme ça, je suis invisible, comment je vais faire pour aller chercher les gens là où ils sont. À partir du moment, une fois qu'on s'est dit ça, on est capable de trouver, si en ce moment c'est TikTok, allons sur TikTok. Et, enfin voilà. Et du coup, on arrête d'avoir des a priori en se disant, si tout le monde dit c'est LinkedIn, oui, mais peut-être que LinkedIn aujourd'hui, mais dans un an, c'est quoi? Et donc en fait voilà. Et donc c'est vraiment arrêter de penser, de mettre tous ses œufs dans le même panier d'une tactique ou d'un canal et essayer de penser plus global et d'être agile là-dessus et ça se passera bien. Ouais, tu l'as dit, effectivement, quand ton positionnement il est clair et que ta proposition de valeur elle est bonne, en fait, j'ai presque envie de dire, peu importe le canal, il n'y a pas de raison, à condition que ton prospect, évidemment, l'utilise, mais il n'y a pas de mauvais canaux. Après, c'est une question d'exécution, parce que si ta proposition de valeur elle est bonne et que ton prospect il traîne par là, normalement, ça devrait marcher. C'est exactement ça. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Benoît, pour tout cet échange. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. S'il y a des questions pour toi, bon, t'as dit que t'étais moins à l'aise sur LinkedIn, mais t'es quand même présent. Oui, j'y suis, je réponds. C'est pas mon fort, mais j'y suis. Je préfère Twitter pour le coup. Venez me parler sur Twitter. Ok, ça marche. Bah écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Benoît, encore une fois, et je te dis à très bientôt. Merci Axel, c'était un plaisir. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.